Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Mike et si vous aimez tout ce qui touche au paranormal, eh bien abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais probablement faire une vidéo dessus, que ça touche les ovnis, les esprits, les fantômes, les entités inconnues, démons, peu importe, je vais probablement faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la première vidéo que j'ai faite concernant le phénomène Missing 411, les disparitions mystérieuses dans les grands parcs nationaux du Canada et des États-Unis, bref, à travers le monde. Dans ma première vidéo, je parlais des critères de disparition qui entouraient les personnes qui avaient disparu. Et je parlais aussi que soit les gens avaient été retrouvés morts, soit on ne les avait jamais retrouvés, ou si on les retrouvait vivants, soit ils ne se souvenaient pas de ce qui est arrivé ou ne voulaient pas en parler, et s'ils s'en souvenaient, leur histoire faisait aucun sens et des fois était même trop extraordinaire pour qu'on y croie. Aujourd'hui, je voulais justement revenir sur ces cas-là, ces cas de personnes qui ont été retrouvées vivantes et qui ont un souvenir de ce qui leur est arrivé pendant qu'ils avaient disparu. Le premier cas ici, c'est celui de Michael Eugene Real. Le 2 juillet 1983, la mère de Michael va décider d'amener sa famille en camping au Rowan Mountain State Park. Une fois arrivé là-bas, la famille va établir leur campement et Michael, l'enfant de 8 ans qu'il est, veut aider comme la plupart des enfants de son âge le font et demande s'il peut pas aller chercher de l'eau. La mère, qui ne voit pas vraiment d'objection étant donné que le point d'eau est juste à côté de leur campement, lui dit « Oui, tu peux y aller, il n'y a aucun problème ». Michael va donc aller chercher de l'eau. Sa mère, évidemment pas inquiète, va continuer à établir le campement, mais après un certain temps, elle se rend compte que ça prend du temps à Michael à revenir au campement. Et le point d'eau, il est vraiment juste à côté. Elle va donc décider d'aller voir elle-même où ce qui est rendu. Arrivée au point d'eau, la mère va se rendre compte que Michael n'est pas là. Et là, elle va commencer à paniquer, elle va commencer à crier « Michael », elle va commencer à le chercher. Évidemment, elle ne le trouvera pas. Et éventuellement, elle va appeler la police de l'État pour avoir de l'assistance dans les recherches. Et évidemment, ça prend pas grand temps, les policiers vont arriver sur les lieux et vont établir un périmètre de recherche. Et comme dans la plupart des cas de Missing 411, la température va changer. Une fois qu'il y a une disparition, souvent la température change. Et bien c'est le cas pour Michael. La pluie torrentielle va se mettre à tomber sur le terrain, ce qui va évidemment ralentir le processus de recherche. Après 3 jours de recherche et des centaines de personnes qui vont chercher, aucune trace de Michael va être trouvée. La mère de Michael va commencer à penser que son fils s'est fait enlever. Les policiers vont écarter ce scénario-là parce qu'ils n'ont pas assez d'indices pour prouver que Michael s'est fait enlever. Fait intéressant, le lendemain, 30 paratroopers vont débarquer armés avec 4 hélicoptères de l'armée pour aider aux recherches, pour porter assistance aux recherches. Mais même avec cette aide additionnelle-là, on trouve encore aucune trace de Michael. Après cet échec lamentable, toujours pas encore capable de trouver Michael, un jeune enfant de 8 ans, il va y avoir 140 bérets verts qui vont venir porter assistance aux recherches. 140 bérets verts qui connaissent le terrain et qui vont continuer les recherches durant la nuit avec des casques de vision nocturne. Donc eux, ils n'arrêteront pas, ils vont continuer. Et un des avantages qu'ils ont, les bérets verts, c'est qu'ils connaissent très bien l'endroit. C'est des endroits où ils vont, c'est des endroits où ils s'entraînent. Ils vont connaître très bien le terrain. Et malgré ça, malgré leurs recherches qui se poursuivent durant la nuit, malgré leur connaissance du terrain, malgré leurs effectifs techniques qu'ils utilisent, aucune trace de Michael va être trouvée. Il va y avoir aussi des équipes de maîtres chiens, des chiens pisteurs qui vont tenter de trouver Michael, mais eux aussi vont échouer dans leur tâche. Une semaine après la disparition de Michael, on va finalement retrouver Michael. Une équipe de chercheurs qui était dans un endroit qui avait déjà été cherché va retrouver Michael. Une des choses qui va les surprendre, c'est que Michael semble être en bonne forme. Ses cheveux sont peignés, son apparence physique est bonne, et la seule chose qui est un peu hors de l'ordinaire, qui est consistant avec un enfant qui se serait perdu pendant 7 jours dans la forêt, c'est que son linge est sale et un peu déchiré. Mis à part ça, Michael est en excellente forme, un peu confus. Ils vont donc, bien évidemment, l'amener à l'hôpital. Après une journée d'être resté à l'hôpital, Michael va être capable de se souvenir d'une petite partie de ce qui s'est passé pendant qu'il avait disparu. Et c'est là que ça devient étrange. Michael va donc raconter que les premières journées où ce qui a disparu, il va pas se souvenir exactement comment il a disparu, comment il s'est perdu, mais il va se souvenir que les premiers jours, il les a passés dans une cabane abandonnée. Les bérets verts et les park rangers vont être catégoriques, il n'y a aucune cabane abandonnée dans ce coin-là, ni dans les alentours. Pourtant, Michael va insister, il va dire que oui, il a passé les premiers jours dans une cabane abandonnée. Puis, il va se souvenir qu'il a passé du temps à écouter la télévision avec son grand-père. Et ici, je vais faire une petite parenthèse pour parler de la première vidéo que j'ai faite sur le Missing 411, dont un petit gars qui, lui, se souvient que c'est sa grand-mère qui est venue le chercher. Et si vous écoutez la vidéo, vous vous rendez compte assez vite que plus tard, il va se rendre compte que c'est pas vraiment sa grand-mère, mais qu'au début, il pensait que c'est sa grand-mère.
Peut-être que c'est relié, je ne sais pas. Mais ici, Michael, il est extrêmement catégorique. Il dit « J'ai passé du temps avec mon grand-père et j'ai mangé du bacon et des œufs un matin avec lui. » Sa mère, plus tard, va dire que c'est impossible qu'il ait passé du temps avec son grand-père. Pas parce que son grand-père habite loin ou qu'il n'était pas dans les parages, mais bien parce que son grand-père, ses grands-parents, sont morts il y a plusieurs années. Donc, c'est impossible que Michael ait passé du temps avec ses grands-parents, mais pourtant, Michael, il dit « Oui, j'ai écouté la télévision, j'ai mangé avec mon grand-père pendant que j'étais perdu. » Une autre chose que Michael va dire qu'il a vu sa mère qui le cherchait et qu'il a essayé d'interagir avec elle, mais que sa mère n'a jamais été capable de le voir. Il a essayé de crier après, il a essayé d'interagir avec, et pourtant sa mère ne l'a pas vu. Il va aussi dire qu'il a vu un homme qui se saoulait dans la forêt, mais qui n'a pas été le voir parce que c'est un étranger et il ne parle pas aux étrangers, c'est ce que ses parents lui ont appris. Petite parenthèse ici, concernant l'incapacité de Michael d'interagir avec sa mère, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi. J'ai lu dans des livres, dans des disparitions qui se passent, je pense que c'était au Vietnam, où des jeunes personnes, des enfants ont disparu. Des fois, c'était des adolescents, et qui voyaient les gens qui les cherchaient, mais ils étaient incapables d'interagir avec eux. Dans le fond, ils vont dire qu'ils étaient comme emprisonnés sur place par une force invisible, et que les gens passaient juste à côté d'eux et ne les voyaient pas aussi. Est-ce que c'est ça qui est arrivé à Michael? Je ne sais pas, je voulais juste mettre cette petite parenthèse-là. Une chose intéressante que Michael va dire aussi, c'est que pendant qu'il était perdu, il se souvient d'être avec une personne, une présence. La seule chose ici, c'est qu'il ne se souvient pas à quoi cette personne-là ou cette présence-là ressemblait. Il est incapable de se souvenir de quoi que ce soit de la présence, sauf qu'il était avec quelqu'un dans la forêt. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Michael. Heureusement, ça se termine bien. Un petit garçon qui était réuni avec sa famille. Et on n'en saura pas plus sur qu'est-ce qu'il a vécu dans la nature, parce que Michael, la presse ou sa famille en diront pas plus. Et là, je me demande, et je pose la question en même temps, où était Michael pendant sa disparition? Quand il a disparu, Michael portait un t-shirt et des jeans. S'il était resté tout seul en forêt, exposé aux éléments, il serait probablement mort, surtout après une semaine, avec absolument rien à manger et rien pour se couvrir, avec la température qui tombe sous la barre de congélation. C'est très difficile à croire que Michael aurait pu survivre. S'il était en quelque part avec quelqu'un, mais pourquoi qu'il se souvient que c'est avec son grand-père? Pourquoi pas se souvenir que c'était quelqu'un qui était venu le chercher? Et s'il n'était pas dans la forêt, et s'il n'était pas avec quelqu'un, où est-ce qu'il était, Michael? On le saura probablement jamais. Le prochain cas, c'est celui de Hailey Zega. Ce cas-là a été parlé par plusieurs autres YouTubers, mais le cas est tellement intéressant que je voulais aussi en parler. Le 29 avril 2001, Hailey, 6 ans, va partir avec ses grands-parents dans la forêt de Ozark en Arkansas pour aller faire du hiking, pour aller faire de la randonnée. En se promenant dans un des sentiers, Hailey et ses grands-parents vont apercevoir une chute. Et elle veut aller voir la chute. Le problème, c'est qu'ils sont au sommet de la chute. Et pour aller voir la chute dans toute sa splendeur, il faudrait qu'ils descendent en bas et qu'ils passent par un arbre pour descendre. Évidemment, les grands-parents vont dire à Hailey « Non, on ne peut pas aller voir la chute, c'est vraiment trop dangereux. » Et Hailey, l'enfant de 6 ans qu'elle est, va commencer à faire une crise. Déjà que son humeur n'était pas trop top, le fait que ses grands-parents ont refusé qu'elle ait descendre par l'arbre pour aller voir la chute, ça l'a mis en crise. Et vous savez, quand un enfant de 6 ans fait une crise, souvent, il va décider de rester sur place. Et les parents ou les grands-parents vont faire le vieux truc de « Ok, tu veux rester, c'est beau, nous, on va s'en aller. » Et les grands-parents ont exactement fait ça. Ils ont laissé Hailey là et ils sont partis. Évidemment, ils ont gardé un œil sur Hailey. Ils vont toujours continuer en disant « Ok, on s'en va. » Ils vont toujours regarder derrière eux et Hailey va être là, toujours sur place, les bras croisés, faisant sa petite crise. Ils vont continuer, et à un moment donné, ils vont se retourner et Hailey ne sera plus là. Les grands-parents vont revenir sur leur chemin et ils vont essayer de trouver Hailey et Hailey va avoir complètement disparu. Là, ils vont passer 1h30 à crier son nom, à la chercher frénétiquement. Ils ne la trouveront pas. Les grands-parents vont finir par appeler la police et là, une recherche majeure va se mettre en branle. La police, les pompiers, la garde nationale, des hélicoptères équipés de caméras infrarouges, 200 volontaires, des centaines de personnes à cheval et à mulet vont chercher Hailey. 8 équipes de maîtres chiens des chiens pisteurs vont aussi se mettre à la recherche de Hailey. Pendant les recherches, une des équipes de maîtres chiens va être amenée à une route, ce qui va laisser croire aux autorités que peut-être Hailey s'est fait embarquer par quelqu'un qui passait par là. Mais bref, les autorités vont quand même continuer de chercher partout dans les environs de où Hailey a été vue pour la dernière fois. Finalement, Hailey est retrouvée 2 jours plus tard, à près de 3 km du dernier endroit où elle était vue. Ils vont la trouver sur le bord de la rivière, les 2 pieds dans l'eau,
mais quand même en bonne forme physique pour un enfant de 6 ans qui vient de passer 2 jours seul dans la forêt. Une fois en sécurité et réunie avec sa famille, Hayley va être capable de raconter ce qui s'est passé pendant les 2 jours où elle a disparu. Hayley va donc raconter qu'en voyant ses grands-parents qui s'en allaient, elle a décidé d'aller les rejoindre en empruntant un autre petit sentier qui était juste à côté du sentier principal. Elle pensait qu'en prenant ce sentier-là, elle allait faire le tour, contourner les arbres et arriver devant ses grands-parents en avant du premier sentier. Mais une fois qu'elle s'est engagée dans ce petit sentier-là, Hayley va dire que soudainement, elle s'est ramassée devant un mur de végétation. Elle était complètement perdue. Et pourtant, si on se rappelle, ses grands-parents étaient juste à côté. Évidemment, ils sont revenus tout de suite. Ils ont appelé. Hayley dit qu'elle les a pas entendus et que certainement, ils étaient probablement à distance de voix, mais elle les a pas entendus. Et ce qu'elle a fait, comme un enfant de 6 ans elle a probablement fait, elle a décidé de continuer à marcher. Et c'est là qu'un des faits les plus intéressants de l'histoire arrive, c'est que du moment où Hayley a disparu, du moment où elle s'est sentie perdue, et du moment, quelques instants avant qu'elle se fasse retrouver, Hayley raconte qu'il y a une présence du nom de Alicia, une petite fille de 4 ans, qui s'est manifestée. Du moment où elle s'est retrouvée tout seule, jusqu'au moment où elle va se faire retrouver, Alicia va l'accompagner dans son périple. Hayley va dire que c'était comme si c'était son ami imaginaire. Pourtant, avant sa disparition et après sa disparition, Hayley dit qu'elle n'a jamais eu d'amis imaginaire et que c'était la seule fois qu'elle en a eu, c'est quand elle était perdue en forêt. Hayley va dire plus tard qu'elle sentait que Alicia avait choisi cette forme-là, soit une petite fille de 4 ans, pour rassurer Hayley. En fait, pour ne pas l'effrayer. Hayley, même à 6 ans, savait que Alicia n'était pas vraiment là. Après un certain temps en forêt, Hayley va décider de se rendre sur la rivière. En fait, la logique était qu'en suivant la rivière, elle allait probablement trouver un pont et de là pouvoir trouver un chemin et retrouver la civilisation et appeler ses parents. Le seul endroit sécuritaire pour descendre à la rivière, eh bien, Hayley l'a trouvé grâce à Alicia. En fait, Alicia lui servait de guide. Alicia était devant elle, elle faisait le chemin avant elle et elle disait où aller, sur quoi embarquer, sur quoi piler pour que le chemin soit sécuritaire. Et Hayley la suivait. Et je ne sais pas si c'est l'ironie du sort, mais c'est effectivement le seul chemin sécuritaire qu'il y avait dans le coin qu'elle a emprunté grâce à Alicia pour se rendre éventuellement à la rivière. Une fois rendue en bas à la rivière, Hayley s'est dit que la meilleure chance de se faire retrouver, c'est si elle se mettait en plein milieu de la rivière, en plein milieu d'une roche qui était là. Et avec les encouragements de Alicia, c'est ce qu'elle a fait. Évidemment, elle a tombé souvent dans l'eau, mais elle est éventuellement arrivée à monter sur la roche. Elle a dormi là la première nuit avec Alicia à ses côtés, et elle dit qu'elle se faisait déranger par les bruits d'hélicoptères qui la cherchaient dans le ciel. Pourtant, aucune des hélicoptères, même équipés avec des caméras infrarouges, n'a trouvé Hayley cette journée-là. Le lendemain matin, après avoir passé une nuit quand même assez froide parce que Hayley était tombée dans la rivière plusieurs fois en essayant de se rendre à la roche, eh bien, les deux filles ont décidé de continuer leur chemin en suivant la rivière, sans jamais trop s'éloigner, sachant que la rivière était leur ligne de vie. Les deux filles vont passer la journée à suivre la rivière, sans jamais vraiment trop s'en éloigner. Et pendant ce temps-là, Hayley va raconter que Alicia lui racontait des blagues, lui racontait des contes de fées, elle jouait à des jeux, elle se parlait. Elle se souvient pas spécifiquement de quoi elle parlait, mais elle se souvient qu'elles ont discuté longuement. Elles ont quand même passé 2 jours ensemble. Puis finalement, vers la tombée de la nuit, Alicia a trouvé une caverne pour que Hayley puisse y dormir. Finalement, le lendemain matin, quelques heures après s'être réveillée, Hayley s'est fait retrouver par ces 2 hommes-là qui avaient quitté le groupe principal pour chercher Hayley tout seul. Et Hayley va dire qu'elle ne reverra plus jamais Alicia. Et c'est à se demander, qui était Alicia ou qu'est-ce qu'était Alicia? Est-ce qu'Alicia était un fantôme? Un esprit? Une création de son subconscient? Ce qui est intéressant avec l'histoire d'Hayley, c'est qu'on peut entendre elle-même raconter son histoire parce que, ben oui, en 2001, elle avait 6 ans, mais aujourd'hui, c'est une adulte et elle a sa propre chaîne YouTube. Je vais donc laisser le lien de sa chaîne dans la description du vidéo. Et petite mise en garde, c'est bien évidemment en anglais parce que Hayley, eh bien, c'est une Américaine. Une chose est sûre, c'est que Hayley va dire qu'elle ne reverra plus jamais Alicia et que les seules fois qu'elle aura un ami imaginaire, comme j'ai dit plus tôt, c'était durant la période où elle était disparue. Donc maintenant, avec les cas des 2 enfants que je vous ai parlé, on peut se demander qu'est-ce que ces gens-là ont vraiment vécu. Est-ce que c'était une hallucination? Est-ce que c'était une création de leur subconscient dans un moment traumatique pour les aider à passer à travers? Mais comme j'ai expliqué avec l'histoire de Michael, je trouve ça très difficile à croire qu'une hallucination ou qu'une création du subconscient est capable de nous tenir au chaud. Et pour ce qui est de Hayley, Hayley, qui avait son amie Alicia, qui lui ouvrait le chemin, qui savait quoi faire,
alors que Ellis est un enfant de 6 ans qui habitait en ville, qui n'avait jamais été en forêt. Comment son subconscient aurait pu créer Alicia et savoir quoi faire en forêt? Très bizarre ces histoires-là. Très intéressant. Est-ce qu'on va un jour savoir ce qui est vraiment arrivé à ces enfants-là? J'en doute sérieusement. Hey, merci de vous être rendu jusqu'à la fin de la vidéo et j'apprécie beaucoup. Et je voulais savoir en même temps, peut-être que les gens qui visionnent mes vidéos ont déjà eu des expériences similaires à celles que je viens de raconter dans la vidéo, c'est-à-dire une présence soit bénéfique ou maléfique que vous avez rencontrée soit en forêt, soit chez vous. Si vous avez eu des expériences similaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires dans la vidéo. Je vais tous les lire et j'adore ce genre d'histoire-là. Et je vous dis encore merci et à la prochaine.